C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la télé Autrement. Débutons ce journal avec la CENI, investi ce mardi 26 octobre par la Cour constitutionnelle. Le nouveau bureau de la Centrale électorale nationale indépendante prendra la relève du bureau Nanga le mercredi 27 octobre prochain. Et pour sa première prise de parole en qualité de président de la CENI investi, Denis Kadima a appelé les Congolais à faire confiance au nouveau bureau de la CENI pour l'organisation des élections libres et transparentes en 2023. Suivez. C'est une coalition politique de plus surprenante qui se forme au sein de l'opposition congolaise. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, réunies au sein du bloc patriotique, composé de l'ECD, du FCC, Nouvel Élan et Ensemble, ont annoncé une grande marche le 6 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national pour s'opposer à la composition de l'actuel bureau de la CENI investi ce 26 octobre. Suivez. Congolaises et Congolais, membres de la presse tant nationale qu'internationale, l'heure est grave. La nation congolaise est en péril. Faisant suite à notre déclaration commune du 24 octobre 2021, consacrant la synergie de tous nos mouvements respectifs pour sauver la patrie, nous, force synergie de tous nos mouvements respectifs, nous, forces sociales et politiques de la nation, nous avons invité à ces points de presse. En effet, face à la dérive totalitaire, savamment conçue et orchestrée pour une mise à place cynique d'un mécanisme de prédation, le peuple congolais, dont les aïeux ont chèrement acquis la souveraineté nationale et internationale, nous vous prions de vous lever pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous reprenions notre souveraineté. Trop, c'est trop. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Le samedi 6 novembre 2021, le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'état de droit irrévérencieusement scandée par ces zéros. Et puis changeons de chapitre. C'est depuis le lundi soir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Jérusalem, capitale d'Israël, où il va, sauf imprévu, rencontrer les opérateurs économiques en marge de sa visite en Terre Sainte. Mervedi Bangoula nous en dit plus. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
vient d'arriver en Israël dans la soirée du 25 octobre 2021 pour une visite d'État. À la marge de cette visite, plusieurs rencontres avec des autres personnalités politiques et du monde des affaires sont prévues. Le président de la République va aussi profiter de son passage pour découvrir certains sites considérés sacrés comme la mer de Galilée et le lac de Tibériade. L'étape ultime est l'université Netanya où il sera fait docteur honoris causa. La cérémonie va avoir lieu ce mardi 26 octobre 2021 au site de cette prestigieuse alma mater. Il appert que le numéro 1 congolais a déjà visité ce pays avant de devenir chef de l'État. Celle-ci est la première depuis son accession à la magistrature suprême. Et puis c'est un échange fructueux qui s'est tenu lundi 25 octobre entre le président du Sénat Modeste Ba Atilou Kwebo et l'émissaire du Fonds monétaire international. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement à impact visible. Arfalon Basakissa. L'émissaire du Fonds monétaire international en mission à Kinshasa a rencontré ce lundi le président du Sénat Modeste Ba Atilou Kwebo. Au centre des discussions, la mobilisation des recettes et la mise en œuvre des projets d'investissement à impact visible. L'honorable président du Sénat a fait part à ses hôtes de la volonté politique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Volonté qui s'est manifestée à ces jours depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la lutte engagée contre la corruption. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, Modeste Ba Atilou Kwebo a démontré à ses interlocuteurs le travail abattu par la commission ECOFIN qui depuis 2 mois auditionne des gestionnaires pour améliorer la mobilisation des recettes. Les affectations afin d'atteindre les objectifs. L'émissaire du FMI, Mme Mercedes Vera Martin, qui accompagnait les représentants pays, a reconnu les efforts fournis par les autorités congolaises dans la mobilisation des recettes, tout en soutenant que beaucoup reste à faire. Et puis restons toujours au Palais du Peuple, ce même lundi 25 octobre où les enseignants ont déposé leur mémorandum auprès du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Ba Atilou Kwebo, pour trouver gain de cause à leurs revendications. Témoin de l'événement, Arfalon Basakissa. Le président du Sénat a échangé ce lundi avec la délégation de la synergie des enseignants du Congo qui a présenté à l'autorité budgétaire les revendications des professionnels de la CRE repris dans un mémo qui se résume par l'amélioration de leurs conditions sociales. Modeste Ba Atilou Kwebo a promis de faire parvenir le message aux plus hautes instances du pays pour qu'une solution idoine soit trouvée. Le mémorandum qui est remis entre les mains de l'honorable président du Sénat comprend des revendications sur le plan administratif et sur le plan financier. Sur le plan administratif, il y a la question récurrente de la désactivation des écoles. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été désactivées de manière irrégulière. C'est une véritable entrave à la gratuité de l'enseignement. Et toutes ces écoles-là, tous ces enseignants-là ne touchent plus aucun rond depuis le mois de juillet. Et nous pensons qu'il faut absolument que ces enseignants soient réactivés. Ça, c'est parmi les propositions que nous avons faites. Il y a la question des nouvelles unités, il y a la question de la discrimination syndicale même, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont mis de côté, on privilégie des syndicats qu'on ne commande pas. Nous pensons que tout ça, ça doit cesser pour une république qui veut qu'il y ait développement, qui veut que le secteur de l'éducation soit véritablement le secteur moteur. Et à la recherche de solutions idoines et durables aux revendications des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion avec les ministres sectoriels concernés par ce problème. Suivez. Selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a fait la restitution de la réunion à la presse, le souci du gouvernement Sama Lukonde est de voir les conditions des enseignants s'améliorer et que les élèves reprennent très rapidement le chemin de l'école. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit formellement à la demande du chef de l'État de pouvoir prendre toutes les dispositions afin d'enclencher le processus de la poursuite de ces dialogues. Le gouvernement est soucieux de voir
les conditions des enseignants s'améliorer. Plusieurs séances de travail sont prévues à cet effet, réunissant la partie gouvernementale et le banc syndical de l'EPST pour mettre fin à cette grève. De lundi, nous allons recevoir dans ce même cadre les principaux responsables syndicaux de l'EPST. Ensuite, les jeudis suivants, nous allons débuter effectivement les échanges entre le banc gouvernemental et l'ensemble, je dis bien l'ensemble des organisations syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je le répète, les soucis du gouvernement, c'est celui de tout mettre en œuvre pour voir dans quelle mesure les conditions sociales des enseignants, qui sont des héros de notre société, des enseignants qui représentent ou qui occupent une place particulière dans notre société. Rappelons que depuis la rentrée scolaire effectuée le 4 octobre dernier, les élèves des écoles publiques vont à l'école, mais les enseignants ne donnent pas cours. Certaines écoles publiques ont tout simplement renvoyé les élèves à la maison 2 semaines après la rentrée pour obliger le gouvernement à revenir sur le banc des négociations. Et changeons de chapitre pour parler de la grève à l'ONATRA où les agents de la SCTP veulent toucher leur arriéré de 38 mois de salaire. Et pour se faire entendre, ils ont tenu un sit-in le lundi 25 octobre dans l'enceinte de la parcelle de l'ONATRA située sur le boulevard du 30 juin. Maté Mutombo, témoin de l'événement. Scander des cantiques, bâtons à la main, fanfares. Telle a été l'expression par laquelle le cadre et agent des SCTP alias ONATRA réclame à ciel ouvert l'air arriéré de 3 ans et 2 mois, soit 38 mois non payés. Indigné par cet acte qui le justifiait inconcevable, le président des syndicats Arma Ossas a fait savoir à l'opinion l'origine de ces blocages. Nous sommes au 8e jour, nous sommes en grève, nous n'allons pas reculer. Et trop c'est trop. Vous savez que nous sommes un peuple. Nous ne pouvons pas accepter que notre droit soit bafoué. Aujourd'hui, à ce jour, Alex Onatra, madame, la situation dont les travailleurs croupissent dans la misère la plus noire. Et c'est grave, c'est une honte pour le pays. 38 mois d'impayement. Les frais scolaires, 80% des travailleurs n'ont pas touché. Cette année, aucun salaire, il y a tâtonnement. Donc, le Premier ministre a été préavisé. Et notre préavis de grève est régulier. Quel n'a pas été notre étonnement de voir le vendredi, alors que la Constitution nous donne ce droit d'informer au gouverneur. Il a été informé, toutes les autorités. C'est une marche de soutien pour soutenir. Nous sommes dans un pays où lorsque les gens marchent pour soutenir les actions du chef de l'État, il y a répression de la police. J'ai été torturé. Nous réclamons quoi? Notre créance de 207 millions, bloquée par le ministre des Finances. Pour quelles raisons vous et moi, nous ignorons? Alors que le ministre des Finances, il est ministre des Congolais. Il n'est pas ministre des groupes des agents ou des groupes des individus. Il est ministre, il doit répondre aux devoirs citoyens des Congolais. Il a par la même contexte confirmé la pérennité de grève jusqu'à ce que les problèmes seront résolus. Nous allons suspendre le mouvement de grève lorsque les travailleurs sont en possession. 1. Les 207 millions. 2. Tous les ports sont fermés. 3. La stabilisation au niveau de la société. Ça, c'est là. Chaque jour, nous sommes ici devant les bâtiments. Une grève illimitée. Retenez qu'à la fin de ces sit-ins, un affrontement s'opposait entre les agents de l'ONATRA et ceux de la police nationale congolaise.
Et c'est un partenariat gagnant-gagnant qui a été trouvé le lundi 25 octobre à l'hôtel du Fleuve Congo entre la société de paris sportif Tenbet avec son représentant gérant RDC, l'honorable Ogi Kalonji, et le Daring Club Motema Pembe. Alice Massengou et Arfalon Basakissa y étaient pour le compte d'Amen Télévision. Désormais, le Daring Club Motema Pembe a un partenaire de taille qui va l'accompagner dans les différentes compétitions, tant nationales qu'internationales. Tenbet, une société de paris sportifs, a procédé au cours d'un point de presse tenu le lundi 25 octobre à l'hôtel du Fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, précisément à la salle Kinshasa, à la passation du contrat de sponsoring avec la famille Vert et Blanc. Devant les chevaliers de la plume et de micro, le représentant de Tenbet Kinshasa, l'honorable Ogi Kalonji, a profité de ces partenariats gagnant-gagnant avec les Umakilé pour expliquer la quintessence de ces contrats. Je suis associé et gérant de Tenbet. Tenbet Africa, c'est une entreprise de paris sportifs. Comme nous avons écrit, Tenbet for the better. Aujourd'hui, ce qui justifie notre présence ici, c'est les sponsoring qui existent entre Tenbet et l'un des grands clubs, le Daring Club Motema Pembe, Dora comme on l'appelle. Nous avions pensé, Tenbet, comme ça a toujours été notre politique, que partout où on s'implante, nous avons la politique de promouvoir le football local. Nous sommes très heureux d'annoncer ces sponsoring devant nos médias pour dire Tenbet, nous avons besoin d'être les plus grands en République démocratique du Congo. Vous savez, quand on marche avec les grands, comme Daring Club Motema Pembe, tout doit être grand. À son tour, le président du DSMP a par la même occasion révélé la clause de confidentialité avec la société des paris sportifs Tenbet et s'est dit prêt à les accompagner. Avec l'autorisation de notre partenaire, nous allons lever cette petite ombre-là et cette clause de confidentialité pour vous dire que ce partenariat est évolutif. Il commence avec une enveloppe de plus ou moins 170 000 $ pour la première année. La deuxième année sera agrémentée d'un montant supplémentaire, d'un pourcentage supplémentaire et on arrivera plus ou moins à 190 000 $. Et la troisième année, nous serons à 210 000 $ si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour toute transparence, ce budget-là représente aujourd'hui plus ou moins 10% des dépenses d'un club comme le nôtre. Pour nous, c'est une grande fierté et on a remercié la firme Tenbet d'avoir choisi le Daring Club Motema Pembe comme porte-étendard ici en République démocratique du Congo. Ils ont des ambitions assez élevées et ça matchait exactement avec les ambitions qu'a le DSMP aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Comme vous le savez, nous sommes au niveau de la Linafoot, mais aussi engagés en compétition africaine. Après les exposés des deux parties, l'on passe notamment au jeu des questions-réponses par les professionnels de médias dans le but d'éclairer tant soit peu l'opinion sur ce probable partenariat entre les poulains de Vidi et Chimanga et le responsable de Tenbet. Et ouvrant la page internationale dans ce journal, direction le Soudan où le général Al-Bouhan a mis fin au pouvoir de transition en exécutant un coup d'État ce mardi 26 octobre, une énième prise de pouvoir par la force dans ce pays de la Corne d'Afrique. Suivez. Comme une histoire qui se répète, des Soudanais en faveur d'un gouvernement civil tentent d'échapper à des tirs. Ce lundi, pour la 6e fois dans l'histoire du pays, les militaires ont pris le pouvoir au Soudan. Depuis 2019 et la chute de l'ancien dictateur Omar el-Béchir, les militaires se partageaient le pouvoir avec les civils dans un gouvernement de transition. Mais dans la matinée, la télévision nationale interrompt ses programmes. Le général Al-Bourhan, le chef de la transition au Soudan, annonce l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils du gouvernement, dont le Premier ministre Abdallah Hamdouk. إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. حل مجلس الوزراء
Réplique du ministère de l'Information tenu par des civils, le gouvernement dirigé par Abdallah Hamdouk est toujours l'autorité de transition légitime du pays. Toutes les mesures prises par la composante militaire n'ont aucune base constitutionnelle et sont considérées comme un crime. Mais tandis que des Soudanais se rassemblent pour réclamer la libération des dirigeants civils, des unités de l'armée se mettent en mouvement. Et dans cet hôpital, les blessés se succèdent. Ces derniers mois, les tensions entre les militaires et les civils au sein de la transition n'ont cessé de croître, alimentées par des dossiers clés comme la remise de l'ancien dictateur Omar el-Béchir à la CPI, la crise économique, mais aussi le passage de relais du général Al-Bourhan à un dirigeant civil prévu pour 2022. Et à l'issue de ce coup d'État au Soudan, la communauté internationale s'est rapidement prononcée en condamnant cette pratique qui fragilise la paix tant recherchée dans ce pays. Suivez. Face au nouveau coup d'État au Soudan, la communauté internationale affiche son inquiétude. D'Emmanuel Macron à Boris Johnson, en passant par le secrétaire général de l'ONU, tous condamnent fermement le putsch et l'arrestation de tous les dirigeants civils. I'm demanding from everybody to exercise utmost restraint. I'm calling on the military to release all those that were unlawfully detained today, and I'm asking all stakeholders to return to dialogue and restore the constitutional order, as well as not to put domestic peace and political transition at risk. Ce putsch intervient juste après le départ du Soudan de l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique. Jeffrey Feltman était d'ailleurs sur place pour tenter d'améliorer les relations entre les dirigeants civils et les militaires, une intervention qui a manifestement échoué. Dans la foulée, Washington a annoncé les premières sanctions. Any change to the transitional government by force risks assistance in our bilateral relationship more broadly. In light of these developments, the United States is pausing assistance from the $700 million in emergency assistance appropriations of economic support funds for Sudan. Les États-Unis se disent prêts à sanctionner davantage le régime soudanais. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir mardi une réunion à huis clos pour tenter de trouver une déclaration commune. Mais la Russie pourrait jouer les troubles faits. Moscou estime ainsi que ce coup d'État est le résultat logique d'une politique ratée menée ces 2 dernières années. Et puis revenons en République démocratique du Congo et à l'issue de la rencontre qui a opposé dimanche 24 octobre au stade de martyrs de la Pentecôte, les Immaculés et JSK du Rwanda, le coach de DSMP et le capitaine de l'équipe se sont exprimés sur la fameuse qualification de la famille vert-blanc au prochain tour de la CAF au micro de Arfalon Basekissa. Suivez. Cette rencontre disputée pour les comptes des 16e de finale de la Coupe des Confédérations CAF a été une occasion qui a permis aux Verts et Blancs de la capitale de se hisser pour l'étape de débarrage de la dite compétition. Côté congolais, Joyce Katulonji a été le premier à allumer la mèche en ouvrant le score à la 27e minute. C'est avant que Pierrot égalise pour l'AS Kigali, juste avant les Citrons, sur un magnifique coup franc à la 45e minute. Pour confirmer sa qualification, le meilleur milieu du club de la saison passée, le jeune Karim, a scellé la note à la 48e minute. Face à cette victoire, les coachs des teams vert et blanc et les capitaines de l'équipe KMB ont également pipé les mots. Bon, d'abord, en premier, c'est une énorme satisfaction. Même si rien n'était acquis, on avait gagné au match aller par 2-1. Et on se devait de confirmer encore une victoire contre quand même une équipe qui n'était pas faible du tout. C'était une très bonne équipe. Et en plus de ça, on a vu l'avant-veille et la veille les matchs de nos confrères des équipes congolaises. Donc ça nous a mis une pression, mais une pression qu'on a transformée en motivation pour pouvoir justement se qualifier et être le seul représentant congolais qui est qualifié pour la prochaine étape. L'impression que qualification pour match aller, nous allons vraiment menacer le terrain. Il y a l'arbitre, il y a le total, il y a une phase de retour, il y a une qualification. Donc, pour moi, les supporters ont besoin de la même morale. Ils ont continuer à aider les entraînement pour le tirage au sort et la
club ni auto kuya nango comme ça tous en a bon même moral to banda match aller après tu vas bettre bon match retour na bi que ils a soutenu des qui année passée. On signale par ailleurs que les Dora vont connaître leur futur adversaire au détriment du tirage au sort qui sera effectué incessamment. Il sera aussi associé les équipes éliminées du deuxième tour de la Ligue des Champions de la CAF. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Si cela vous a plu, pensez à remercier l'équipe technique et rédactionnelle, notamment Arfalon Basakissa en qualité de chef d'édition et Tishik Touba au mixage. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.